Le régulateur PID est la somme de 3 composantes qui traitent le signal d'erreur de façon différente. L'équation d'un régulateur PID est donnée dans le domaine du temps par l'équation suivante et sa fonction de transfert dans le domaine de la place est donnée par l'équation suivante. Cette fonction de transfert entre dans le bloc du régulateur dans notre schéma bloc en boucle fermée. Ces 3 composantes agissent en parallèle et on peut donc le représenter par le diagramme suivant. Pour illustrer chacune des composantes ou des actions du régulateur PID, considérons le signal d'erreur suivant. On demande de tracer la réponse de chacune des actions à partir de ce signal d'erreur. On peut donc traiter chacune des parties une après l'autre. Commençons par l'action proportionnelle, qui a exactement la même forme que le signal d'erreur. Il suffit de multiplier le signal d'erreur par le gain du régulateur cassé. Pour l'action d'intégration, il suffit d'intégrer le signal d'erreur. Dans ce cas, le taux d'intégration est lent au début, puis accélère jusqu'au maximum de l'erreur, puis continue d'intégrer avec un taux qui diminue progressivement jusqu'à ce que l'erreur devienne 0. La valeur finale du terme d'intégration est l'aire sous la courbe de l'erreur, multiplié par le gain cassé sur tau i. Pour l'action de dérivation, il suffit de prendre la dérivée du signal d'erreur. Dans le cas présent, il est assez facile de trouver la dérivée du signal d'erreur, une dérivée positive suivie d'une dérivée négative comme le montre le graphique suivant. Dans les prochains chapitres, les systèmes asservis, c'est-à-dire les systèmes en boucle fermée, seront simulés dans le but de spécifier les paramètres de réglage des régulateurs PID et d'évaluer les performances du système de contrôle. Utilisons le système suivant, soumis à un échelon unitaire de la perturbation, pour illustrer les 3 actions du régulateur PID. Nous avons un procédé avec ces 2 fonctions de transfert reliant la variable manipulée et la perturbation à la variable contrôlée. Pour fermer la boucle, on utilise un capteur avec sa propre dynamique, un comparateur pour calculer l'erreur, un régulateur PID pour calculer l'action de contrôle et un actionneur avec sa propre dynamique. À noter que la vanne a des limites d'opération de plus ou moins 5. Le point de consigne ne change pas, de sorte que pour une augmentation de la perturbation P, il faut que le système de contrôle diminue la variable manipulée pour ramener la variable contrôlée à son point de consigne, qui n'a pas changé et qui demeure toujours à 0 en variable de déviation. Nous allons examiner la dynamique du système pour un régulateur P, un régulateur PI et un régulateur PID. Pour un régulateur proportionnel seulement, les actions d'intégration et de dérivation sont désactivées en mettant une valeur de tau i très grande et une valeur de tau d égale à 0. On obtient la réponse tracée en rouge pour une valeur de Kc de 7,8. On observe la présence d'un écart. Nous verrons dans le prochain chapitre la raison pour laquelle le régulateur proportionnel seulement donne lieu à un écart permanent. En ajoutant une action d'intégration, l'écart permanent disparaît et une meilleure performance est obtenue. L'ajout de l'action de dérivation pour un régulateur PID améliore les performances du système en boucle fermée. Si la valeur de Kc est égale à 0, le système devient en boucle ouverte et aucune action de contrôle ne sera prise. Si on regarde maintenant la variation de la variable manipulée Q de t, on observe que la variable manipulée diminue pour compenser l'augmentation de la perturbation, sauf si le système est en boucle ouverte, évidemment. Lorsque l'action d'intégration est présente, la valeur manipulée sera égale à moins 1 afin d'annuler l'effet de la perturbation. La forme la plus usuelle de la fonction de transfert d'un régulateur PID est celle donnée par l'équation numéro 1, dans laquelle le gain du contrôleur Kc multiplie chacun des termes de la fonction de transfert.
On rencontre cette équation dans la plupart des livres de contrôle et des articles scientifiques. Certains auteurs préfèrent utiliser la fonction de transfert représentée par l'équation numéro 2 parce que les 3 paramètres du contrôleur peuvent être spécifiés indépendamment. Il est bien entendu qu'on peut passer de l'équation 1 à l'équation 2 par des équivalences bien connues. À cause du bruit de mesure, on doit parfois désactiver l'action de dérivation car elle a tendance à amplifier le bruit et détruire les performances du contrôleur. Pour remédier à cette situation, tout en conservant l'action de dérivation et ses bénéfices, un filtre du premier ordre peut être ajouté au terme de dérivation, la constante du filtre étant ajustable. Avant de terminer, j'aimerais couvrir un exemple simple pour la construction d'un schéma bloc, qui était le thème principal de ce chapitre. On retrouve normalement 2 boucles de contrôle au pied d'une colonne à distiller. Une boucle de contrôle du niveau pour maintenir un inventaire de liquide au bas de la colonne nécessaire au bon fonctionnement de la colonne et un contrôle de concentration effectué via la température, parce qu'elle peut être contrôlée plus rapidement. La mesure de la concentration à l'aide d'un chromatographe, par exemple, prend beaucoup plus de temps. Comme la température est reliée thermodynamiquement avec la concentration, on peut utiliser ce contrôle par inférence. La consigne de la boucle de température est fournie par le régulateur de la concentration. Pour le contrôle de la concentration, on compte 3 boucles de contrôle imbriquées, soit la concentration, la température et le débit de vapeur. L'autre boucle de contrôle est la boucle du contrôle de niveau au bas de la colonne. C'est pour cette boucle que nous allons dessiner le schéma bloc. Pour la boucle du contrôle de niveau, la hauteur de la colonne de liquide est influencée par le débit de liquide L, émanant du dernier plateau, du débit de vapeur V renvoyé dans la colonne et le débit de liquide B soutiré de la colonne. Le débit B est la variable manipulée et les débits L et V sont considérés comme des perturbations pour cette boucle de contrôle. Pour faire le schéma bloc, on doit d'abord effectuer un bilan de matière. Ce qui entre, moins ce qui sort, plus la production, moins la consommation est égale à l'accumulation. Comme il n'y a pas de réaction chimique, les termes de production et de consommation sont absents, de sorte que le bilan de matière se simplifie grandement. Ainsi, ce qui entre, L, moins ce qui sort, V, et moins B, est égal à l'accumulation. Le terme d'accumulation est le changement en fonction du temps de la masse totale de liquide au bas de la colonne, soit la densité fois l'aire de la colonne fois la dérivée de la hauteur en fonction du temps. En régime stationnaire, nous avons L0 moins V0 moins B0 est égal à 0. Pour définir l'équation en variable de déviation, on soustrait l'équation en régime stationnaire de l'équation différentielle initiale. Nous obtenons ainsi l'équation suivante, qui nous permet de définir les variables de déviation. À noter que j'ai ajouté le terme H0 dans la dérivée sans changer la validité de cette équation. On prend la transformée de la place de cette équation et on isole H de S pour obtenir la fonction de transfert de la colonne de liquide. Cette équation est pleine de logique. La hauteur dépend des 3 débits. Le gain pour le débit L' est positif et les 2 autres débits sont négatifs. Pour construire le schéma bloc, nous commençons par le procédé, avec sa sortie et ses 3 entrées. Cette partie du schéma bloc doit représenter fidèlement la fonction de transfert du procédé obtenue par le bilan de matière. C'est le cas ici. On complète ensuite la boucle de contrôle par le capteur, le comparateur, le régulateur et l'actionneur. Le schéma bloc est complet. À noter que KC doit être négatif pour donner une valeur manipulée dans la bonne direction. En effet, si H est plus grand que 0, alors B doit augmenter. Je vous invite à utiliser votre logique pour démontrer que KC doit effectivement être négatif pour cette boucle de contrôle. Dans ce chapitre, nous avons étudié le concept de contrôle par rétroaction. Nous avons vu qu'un système en boucle fermée est formé d'un ensemble de systèmes en boucle ouverte, soit le procédé, le capteur,
le comparateur, le régulateur et l'actionneur, connectés de façon à contrôler une variable du procédé. Chaque élément de la boucle fermée a été présenté brièvement et la fonction de transfert d'un régulateur PID a été étudiée. Dans le prochain chapitre, nous étudierons la dynamique des systèmes en boucle fermée.